se sortir de la situation, se tirer d'affaire. Merci beaucoup, Solo Noyoro, pour ce témoignage qui accompagne ainsi l'homme de cette semaine. Monsieur, parlons de l'or du Cameroun. Où va l'or du Cameroun et comment protéger l'or du Cameroun qui ne participe qu'à hauteur de moins d'1% dans le produit intérieur brut. L'ITIE, en décembre 2025, indiquait que notre pays avait produit 953 kg d'or et on a exporté une vingtaine de kilogrammes, alors que des pays du côté des Émirats Arabes Unis indiquent que des tonnes d'or ont été déposées de ce côté. Le président de la République a demandé qu'une enquête soit mise sur pied. Des structures viennent d'être suspendues et sanctionnées par le ministère des Mines pour essayer de sécuriser et protéger l'or. Du côté de Kambélé, les forces spéciales de notre armée ont décidé de sécuriser également cette zone d'exploitation de l'or. Comment protéger l'or du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe justement, Elimbi Lobé? Des chiffres montrent que 2000 milliards de francs CFA de pertes pour l'État du Cameroun en 5 ans à cause justement de cette exportation illicite de notre or. La corruption que le régime n'arrive pas à vaincre. Aujourd'hui, on parle de l'or, 2000 milliards. Demain, on parlera du carburant frélaté. Après-demain, on fera autre chose. Le pourrissement de l'État, les fonctionnaires sont tellement corrompus que tout est devenu faisable au Cameroun. Tout est faisable. C'est quand même curieux qu'un État avec une armée, une gendarmerie, une police, des services de renseignement, etc., on ne peut pas sécuriser l'exploitation minière. Si on n'arrive pas à sécuriser l'exploitation minière, c'est à cause de la corruption de tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de sécurisation. Les permis sont donnés à des gens qui n'ont rien à voir avec l'exploitation minière, qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas le savoir-faire, qui ne vont jamais exploiter, qui prennent le permis, qui le vendent à d'autres personnes, etc., etc., etc. On sait que là, à l'Est, il y a des aéroports où des avions, des petits avions atterrissent pour venir prendre l'or, d'autres matières, le diamant qui est exporté. Tout ça est connu et ça fonctionne parfaitement grâce à la corruption. Notre pays a atteint un niveau de corruption. Je ne sais pas si la Sierra Leone est plus corrompue que nous. Vraiment. Je ne pense pas que le Libéria soit plus désintégré que nous. Le Cameroun, en réalité, n'est plus un État. C'est pas grave ça. Le Cameroun n'est plus... voilà. Vous voyez un État... vous savez, les machines qui scannent, les scanners, n'est-ce pas, sont fabriqués au Japon, aux États-Unis, en Corée. Mais c'est là-bas, vous avez appris qu'on a scanné la signature du chef de l'État. C'est ici. J'ai parcouru, j'ai vécu dans des pays africains, j'ai jamais appris un tel niveau de trésor. La signature du chef de l'État est devenue quelque chose qu'on scanne. Chacun peut se l'approprier. Ça se trouve dans la tête. Parce que je vous dis, les pays où on fabrique ces machines, là-bas, personne n'a l'idée d'utiliser les machines qu'ils fabriquent pour scanner la signature. Plus de 200 entreprises illégales dans le secteur de l'or, à l'Est et dans la Damawa. 53 permis de recherche et d'exploitation viennent d'être retirés par le ministre des Mines pour non-respect du code minier, pour fraude et manque de traçabilité. On dit justement que des quantités déclarées sur les sites ne correspondent pas au volume réel extrait ou exporté, d'où ce nombre important. Monsieur Zé, si on fait la même investigation sur les titres fonciers, on va arriver au titre foncier. Tu vas tomber. Je vais poser la question à donc, je sors en disant, oui, en disant, c'est bien de nous faire parler de ça, mais pas, on n'apprendra pas grand-chose.
Parce que c'est le résultat du pourrissement. D'accord. L'homme du terrain, Valère Bessala, le gouvernement, il y a une enquête qui est en place, il parle même qu'il y a des auditions même de personnalités, les premières mesures sont prises, suspension, retrait des permis, ainsi de suite. Est-ce que l'État est en train de tenir finalement le bon bout? Il faut savoir que ça rentre dans l'ordre de la comédie. Vous savez, La comédie. Quand l'État veut prendre, quand l'État ne connaît pas une affaire, sa façon d'intervenir vous indique clairement que cette affaire-là lui était étrangère. Quand je dis ne connaît pas une affaire, ça veut dire qu'aucun de ses agents les plus influents, politiquement comme administrativement, n'est impliqué. Ou alors aucun réseau d'influence n'est intervenu dans cette affaire. Vous voyez comment l'État agit et cela se fait. Alors, je commence par le bout de la fin. Vous avez dit plus de 200 entreprises. 53 permis ont été retirés. Il y a 200 entreprises suspendues. Vous avez dit 200 entreprises identifiées, 53 permis retirés. Permis retirés. Quel était le critérium pour retirer des permis à ces 53 et de laisser les 100 combien là, les 147 autres continuer à opérer? Puisque ce n'est pas seulement les 200, hein. Il y en a d'autres encore. De deux, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand vous entrez dans nos forêts de l'Est, ce n'est pas seulement l'Est, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Est. Il y a même une partie de l'Ouest. Il y a la Damawa, le Grand Nord, c'est-à-dire que le parc, il y a le parc de Rebouba, il y a le parc de Boubanjida. Il y a même le parc du Faro. Il y a le parc du Faro dans le département du Faro, justement, chef-lieu poli. Là-bas, c'est encore autre chose. Là-bas, c'est autre chose, c'est-à-dire que nos gens de la faune, chargés de la faune, ministère des forêts, de la faune et tout ça, c'est un tralala que vous pouvez imaginer. Bon, là, je voudrais juste ça pour que vous compreniez qu'on ne doit pas faire une focalisation sur l'Est parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui font d'autres choses et plus gravement encore, mais comme ils sont tellement éloignés, ça n'arrive pas. Alors, je voudrais vous faire remarquer que on parle donc de l'or. Je parle d'un principe pour que ceux qui sont à la maison nous comprennent. Les minerais ont, pour la traçabilité, il y a des institutions qui sont chargées justement de s'assurer que les minerais, lorsqu'ils sont extraits, passent dans les canaux normaux de façonnement et sont écoulés dans les marchés légaux. Nous avons le processus de Kimberley qui a été créé en 2003. Au processus de Kimberley, lui, il est uniquement fait pour la traçabilité des diamants. Des diamants. Nous savons ce qu'il y a comme diamant dans notre Est que nous partageons aussi avec la RCA. Il y a le processus, il y a l'ITIE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence des industries extractives. Dans les industries extractives, qui a été aussi créée en 2003. Et sa devise est simple. Et là, ceux qui nous regardent devraient la retenir. Les richesses d'un pays appartiennent à ses citoyens. Les richesses d'un pays appartiennent à ses citoyens. Et l'ITIE assure justement la traçabilité des minerais à part le diamant, c'est-à-dire tout le pétrole, le gaz et les minerais à part le diamant, puisque le diamant, lui, suit un processus à part, c'est-à-dire celui de Kimberley. Donc nous sommes dans le processus ITIE. Et il faut dire à ceux qui nous suivent que le Cameroun est suspendu de l'ITIE depuis déjà 4 ou 5 ans. Si vous tapez sur Google, je pense que ils peuvent vérifier. Nous sommes suspendus. Pour une raison simple, c'est non-conformation au processus. C'est-à-dire que le Cameroun refuse de donner les informations nécessaires pour que le processus d'ITIE puisse justement comptabiliser tout ce qui est extrait de notre sous-sol, comme gaz, comme pétrole, et dans ce cas d'espèce, comme or. Alors vous comprenez que je vais évoquer ici la volonté politique de se soustraire à la transparence dans l'extraction de nos minéraux, notamment l'or, puisque c'est le sujet. C'était Limbia parlait tout à l'heure de corruption. Vous comprenez donc que le fait n'est pas de nous exposer les 200 entreprises. Est-ce que c'est lui qui va sanctionner les 200 entreprises ou sortir les 200 entreprises, sanctionner 53? C'est pourtant lui qui doit nous remettre dans le processus de ITIE. C'est-à-dire que l'ITIE nous adopte à nouveau pour dire que bon voilà, le Cameroun s'est conformé par la paperasse et tout, de nous donner les informations claires sur le nombre d'entreprises, sur le nombre de kilogrammes d'or qui sort chaque mois, chaque semaine, chaque année, et ce que ça donne pour le pays. Non, la transparence, vous comprenez que c'est une comédie, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire c'est une comédie, parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Alors la volonté politique est justement de rendre tout ce qui concerne nos industries extractives flou.
Parce que si vous voulez que ça ne se sache pas, vous sortez de l'ITIE. Si vous voulez que le peuple camerounais sache exactement quel nombre de kilogrammes d'or nous extraisons de notre sol, vous entrez à l'ITIE parce que l'ITIE centralise les données mondiales de tous les pays qui font dans les minerais, notamment l'or. Et c'est annuellement, et produit un rapport annuel pour dire que le Cameroun a tant de kilogrammes d'or qui est sorti et qui a été vendu pour une valeur de la Centrafrique telle, la Sierra Leone, il a parlé, le Libéria, ainsi de suite. Dans le Cameroun, nos autorités, nos politiques se sont soustraits volontairement du processus d'ITIE pour que leurs citoyens ne sachent jamais quelle quantité d'or est extraite du Cameroun et combien ça a été vendu. Cela a donné comme devise à l'extérieur. Alors, si je l'ai dit, j'entre donc au fond de votre sujet parce que c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. Parce qu'il y a ce débat. Moi, je vois un nom qui se balade partout. Mais il n'est même pas le seul. Parce qu'on le met seulement là pour dire là, monsieur, mais attendez. Je pense qu'il y a eu un débat sur votre plateau ici où même le neveu du président était engagé dans une affaire ici où les populations avaient des pancartes pour dire que nous ne voulons plus de ça, monsieur Iti. Donc, c'est cela le véritable pays pour dire qu'en fait, les collaborateurs du président de la République, avec sa propre bénédiction lui-même, ont décidé de soustraire le Cameroun de la transparence des industries extractives. Pourquoi donc? Pour le résultat que nous voyons aujourd'hui. Parce que, une fois qu'on nous a soustrait de la transparence de ce qui est extrait de notre pays, le résultat c'est que nous voyons, par le luxe, l'ostentation, et ce qui nous nargue tous les jours. C'est-à-dire les grosses voitures, les grosses maisons, les ceci, les comptes, ainsi de suite. Bon, TTA a donné quand même quelques éléments. Je vais juste vous retracer quelque chose. Vous allez voir les éléments de complicité. Vous allez voir. Alors, vous savez que j'ai mon promotionnaire qu'on a brûlé là, en février. Nari qui est départi. C'était pour toujours ces affaires-là. Ces affaires-là. Parce que sur le terrain... Parce que la veille, il sortait d'un chantier, là où il y avait quelques échauffourées entre les exploitants chinois et les populations. Très bien. Comment ça fonctionne? Je donne juste un schéma. Je donne juste un schéma. Nos aînés ont compris une chose. Personne ne doit faire figurer son nom. C'est une comédie quand le ministre sort ça. Vous allez vous rendre compte que ces entreprises-là, toutes ces entreprises-là, vous allez voir que c'est des étrangers qui sont derrière. Puis ce n'est pas des Chinois, c'est des Libanais. Si ce n'est pas des Libanais, c'est peut-être des gens de l'Afrique de l'Est. C'est comme ça qu'ils travaillent. On les prend, on prend des permis, il a dit des permis, et puis ils les revendent. Mais pour les entreprises qui font localement, c'est des prêts-noms d'un. Alors, comme donc ils se sont soustraits de l'ITIE, c'est-à-dire que le peuple ne doit jamais connaître comment, combien on extrait, ainsi de suite, combien on vend, qu'est-ce qu'on fait? TTA a dit tout à l'heure. On crée des aéroports, on appelle ça des aérodromes. Des aérodromes, c'est-à-dire qu'on crée une piste d'atterrissage dans la brousse, où un petit aéroplane vient, il atterrit, il sort du Congo, il sort de Centrafrique, il sort de quoi? On charge tous les cargaisons d'or là, et puis il s'envole, ni vu, ni connu. Le sous-préfet est au courant, il ne peut rien généralement. Le préfet est au courant, bon, chacun a peut-être son bac-chiche, puisque c'est eux qui veillent, personne ne doit rien dire. Et puis le gouverneur, puisque c'est lui qui coordonne l'affaire, il connaît. Vous comprenez? Tout le monde est content. Le ministre est mine lui-même là. Lui-même, il sait ça. Lui-même qui signe là, il sait ça. Doron Loquin est parti justement parce que cette affaire d'or là, il y a un crime derrière. Le ministre Dodo est mort en janvier. Le 22 janvier, je crois. 2023. Ou le 20, c'était le 20 janvier 2023. C'est que le Cameroun ne savent pas. Dites-moi, vous avez une trace de l'enquête? Voilà Martinez, le petit journaliste, il n'était rien dans la machine de l'État. Il a bloqué tout un pays. Mais Dodo est parti. Aucune enquête, je n'en sais rien du tout, aucun résultat d'enquête, rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, vous comprenez que la mafia a eu raison de lui, puisque c'est lui qui était à la place de celui qui est en train de divulguer les noms des entreprises là. Et lui, depuis l'intérimaire. Et si on vous dit lui-même le nombre de permis d'exploiter, que lui-même il a déjà signé, et qu'il n'a pas publié dans cette liste-là, vous n'en reviendrez pas. D'accord. J'ai sorti le schéma. Quand ça part donc, il y a un autre schéma à l'intérieur. Faites très attention. Le schéma à l'intérieur est simple. L'or arrive, s'il décide de passer par la route, c'est des escortes, des services de sécurité, de tous les services que vous pouvez imaginer. Parce que c'est un business. On arrive à l'aéroport, Simalem ou Douala, la douane est impliquée. Vous avez entendu l'affaire RGS qui est passée la fois dernière. Au scanner. RGS sert à ça, c'est ça. Ils sont là. C'est pour ça que vous avez vu, ils tenaient un RGS au port, mais personne n'a parlé de RGS qui travaille aussi à l'aéroport. Parce que RGS est à l'aéroport. Pourquoi on ne combat pas RGS là-bas et on ne change pas RGS là-bas? Parce que c'est le travail là-bas, parce que c'est lui qui a sur le scanning. Qui parlait du scanning? C'était le scanning. Donc vous pensez que l'or traverse. Et quand ça traverse, vous savez que les compagnies sont connues. Hein, qui prennent cet or-là, l'amènent à l'extérieur. Il y a une compagnie ici, dont le pays héberge le siège de l'Union africaine. Ici,
Le représentant de cette entreprise-là, compagnie aérienne au Cameroun, c'est un multi-centimillionnaire. Parce que lui, sa compagnie, c'est à ça. Vous avez entendu, il y a aussi, je pas trouvé cette compagnie, la drogue. Quand elle est arrivée, vous avez suivi qu'on parlait de l'affaire RGS, il y a une grosse cargaison de stupéfiants qu'on a attrapé, le ministre des Finances a couru. Quelqu'un a encore entendu parler de cette affaire-là. On nous a même donné le nom de celui qui était le réception, qui était chargé de la réception de cette cargaison ici. Tout a disparu. C'était toujours la même compagnie. Donc c'est pour vous dire que cette affaire, donc, comme vous voyez là, c'est une affaire organisée, bien suivie. Et ce qui est organisé et bien suivi, ce n'est pas par monsieur tout le monde. Tout tourne autour du président. D'accord. Tout tourne autour du président. Sous le numéro et sur le président qui a demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête pour voir clair sur cette affaire entre l'or déclaré par l'État du Cameroun et l'or déclaré par les États où est vendu cet or-là. Quel président de la République? Vous avez combien de présidents de la République ici? Il est où? Le président de la République, son excellence Paul Biya. Là en Suisse. Non, il faut faire attention avec ce que vous dites. Il est le président de la République. Hein? C'est lui qui a demandé une commission d'enquête. Où on a changé le président du Sénat. On a rajeuni un peu. On a rajeuni un peu le président de l'Assemblée nationale. Mais on a conservé le disque dur. Et c'est le disque dur autour duquel tourne tout cela. Et Valère a raison, il vient d'expliquer les schémas, les méthodes. Mais si cette bataille pour, n'est-ce pas, le contrôle de l'or du Cameroun, qu'il ne soit pas volé, volatisé, machin, était aussi importante, on aurait légitimé le ministre. Pourquoi il reste intérimaire? Il reste intérimaire, pourquoi? Et vous savez ce que c'est l'intérimaire. Pendant que le président, comme on dit, travaille à l'extérieur, ici, là, cet intérimaire va faire quoi devant les dragons qui sont pour la majorité derrière, n'est-ce pas? En fait, c'est eux qui sous-traitent avec les Chinois et autres. Donc, quand vous pensez qu'un ministre qui n'est qu'intérimaire peut finir faire quoi? Première chose. Deuxième chose, vous savez, Luc Shinjuma a écrit un livre, L'État ailleurs. Je lui suggère de dire le président ailleurs. Ça peut aussi être un beau faire votre livre. Hein? Un beau livre. Parce que le Cameroun est dans deux choses. Déjà, je vous disais la dernière fois que c'est la République, on va faire comment? Comme ils savent que le peuple spectateur est dans la docilité, on pille. La malgouvernance dont parle régulièrement Elimbi, la corruption, puisque personne ne demande les comptes, le peuple spectateur est docile. Et maintenant, vous avez de l'autre côté des gens qui estiment, qui sont presque des clandestins, qui pensent à l'après-Biya. Et chacun va avoir son effort de guerre. Et les méthodes aujourd'hui, les moyens les plus évidents, c'est peut-être les circuits de l'or, les circuits de détournement de tel ou tel, la drogue et machin, tout cela. Donc, nous sommes dans un pays qui, à un moment donné, risque de devenir le pays de Sagat. Parce que justement, ce que j'avais voulu dire, c'est que ceux qui ont préparé les faux décrets, ou alors ce que vous appelez les faux décrets, il aurait suffi que Émile Robert lise cette histoire. Ça aurait été difficile, on aurait rendu le pays ingouvernable. Parce que, une fois lu, dans un pays où le seul canal, n'est-ce pas, qui est accrédité, assermenté à lire les décrets du président, c'est la CRTV et surtout la station de service radio. Vous pensez que quelqu'un qui a été nommé ne veut pas aller récupérer son pouvoir, il va pas aller chercher à chasser celui qui est parti. Vous savez, Onang, il peut dire ce qu'il veut. Quand il dit c'est une mule, oui, il peut être ce que vous voulez. Mais on sait quand même qu'une ou deux fois, on a évincé un directeur à l'Assemblée. On sait ce que c'est devenu. Vous vous souvenez? On sait aussi que un type qui est un vulgaire, quelqu'un qui a fait juste les mines, ne peut pas avoir la connaissance, n'est-ce pas, de
d'un remaniement ministériel. Il ne peut pas simplement... Et le fait même qu'on dise qu'il est allé se proposer vice-président. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qu'on connaît, c'est le vice-président. Où est passé le gouvernement? Le gouvernement est où? Puisqu'il avait ce deuxième décret. Pourquoi on n'a pas communiqué dessus? Et je suis de ceux qui pensent que ce type est une invention. Il est une invention parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on cache dans les boulganjanga total. La malgouvernance, le président qui n'est pas là, et des gens qui veulent, des gens qui piaffent d'impatience pour le remplacer, et qui sont dans presque plusieurs choses là, à tous les niveaux. Ils sont dans l'or, ils sont dans le bois, ils sont dans tout ça. Et puis Polycarpe va nous dire aujourd'hui qu'il est dans le RTPC, il supporte le président Biya. Il ne peut pas parler après le ministre de la Communication. Il ne peut pas. Il a la peur au ventre. Justement, parce que ce sont des jeunes comme eux qu'on instrumentalise, qui sont des bénignés. D'accord. Et quand on a dit de les instrumentaliser, on se retrouve dans une république qui risque de devenir ingouvernable. Je vais chuter rapidement pour dire une chose. Et si ces gars-là revenaient demain avec une expérience plus sophistiquée et qu'ils prenaient sérieusement le pouvoir en impliquant tout ce qui n'a pas marché ou alors tous ceux qui ont constitué la barrière. C'est-à-dire qu'on nommerait par exemple le Charles de Gaulle par exemple. Oui. Ou alors Aimé Robert, on en fait peut-être un secrétaire d'État. Parce que justement, Jean-Jacques, on en rit, mais il faut faire attention. Et si par extraordinaire, ça s'est passé comme ça s'est gâté parce qu'ils ne se sont pas entendus sur le partage des postes, sur le partage, n'est-ce pas, des choses. Parce que tout est possible. Tout est possible. Est-ce que l'État tient le bon bout avec cette opération de toilettage qui est menée aujourd'hui par le ministère des Mines, des suspensions et autres, des descentes régulières sur le terrain et l'enquête qui se poursuit? Merci de me poser la question. Cette décision, au moins sur le plan formel, va dans le bon sens, mais elle ne peut pas suffire. Ce dont il est question, c'est de revisiter et de refonder le cadre politique de l'action minière au Cameroun, de façon à ce que les minerais servent vraiment à ce qui est décisif pour le Cameroun actuel. Qu'est-ce qui est décisif pour le Cameroun actuel? Qu'est-ce qui est important pour le Cameroun? C'est de procéder à ce qu'on appelle en économie politique la transformation structurelle. C'est-à-dire créer des conditions pour que le Cameroun puisse créer la richesse qui est nécessaire pour s'occuper de l'ensemble des composantes de sa population et qu'il utilise cette richesse pour que le pays soit plus libre dans son positionnement et son déploiement à l'international, dans son fonctionnement interne pour résoudre les problèmes qui se posent à lui. Et là, évidemment, les minerais sont importants. Aucune transformation structurelle dans le monde ne se fait sans les minerais, qu'on les ait à disposition parce qu'on a ces gisements de minerais sur son territoire ou qu'on aille s'approvisionner à l'étranger pour le faire. Et dans ces minerais, l'or a une valeur particulière. Parce que l'or pourrait permettre au Cameroun de commencer à réfléchir sur une autre orientation monétaire, qui est la seule orientation monétaire qui puisse débloquer le développement du Cameroun. Ça veut dire que, tôt ou tard, le Cameroun, comme les autres États africains qui se trouvent dans des unions monétaires d'origine coloniale, doit se poser la question de savoir s'il peut avancer sur le plan de l'économie politique sans avoir une pleine régulation et une pleine souveraineté monétaire. Cette souveraineté monétaire n'est pas une question de spectacle. Il ne suffit pas juste de proclamer qu'on a la monnaie, mais il faut se doter de l'ensemble des savoirs et des savoir-faire pour le faire. Or là, l'or peut servir de garantie. Certes, sur le plan international, depuis les années 70, on n'est plus dans une régulation fondée sur une relation directe entre l'or et la monnaie,
Et vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis en 1970 quand le président Nixon a découplé la valeur du dollar de la monnaie. Mais en réalité, la monnaie et le dollar sont toujours liés. Tous les pays du monde essaient justement d'accumuler de l'or pour être en position d'avoir une crédibilité monétaire. Et le Cameroun, comme les autres pays du monde, devrait rentrer dans un tel positionnement. D'où l'importance capitale de prendre ce qui se passe au sérieux. Parce que c'est un élément qui peut conditionner un avenir favorable ou défavorable du Cameroun. En la matière, le Cameroun doit revisiter profondément sa politique des minerais, développer sur tous les plans l'expertise nécessaire en la matière. Nous devons avoir l'expertise technique, technologique, nous devons avoir l'expertise stratégique, nous devons même avoir une expertise particulière dans l'expertise stratégique qui est ce qu'on appelle l'expertise politico-stratégique, c'est-à-dire comment piloter une gestion des minerais qui permette au Cameroun de tirer profit de ces minerais pour transformer ces autres secteurs économiques. Et c'est même à partir de là également que nous pouvons expérimenter un modèle qui peut permettre de développer le pays. Il n'y aura pas de développement du Cameroun qui ne reposera sur la création progressive d'une autonomie des régions et sur l'apprentissage qu'on va faire dans les régions à apprendre à produire de la richesse elle-même. Et une richesse qui sera produite à partir de différents mécanismes. Des mécanismes étatiques, mais aussi des mécanismes marchands, qu'ils procèdent de ce qu'on appelle les entrepreneurs ou les petits producteurs. C'est ça qu'on doit organiser. D'accord. 2000 milliards, ça fait quand même des hôpitaux, des écoles qu'on aurait pu construire. L'État déclare 22,3 kg exportés en 2023, alors que du côté des Émirats, on parle de 15,5 tonnes, soit 680 fois plus. C'est énorme. Est-ce que l'enquête aujourd'hui peut stopper tout cela? Polycarpe. Docteur Valère Bessala a schématisé. Monsieur Limbi-Lobe a parlé de corruption. Le professeur Mathias Owonangini a proposé. Et toi, tu fais quoi? Les chiffres me font mal au cœur, comme ils font d'ailleurs mal au cœur des autres Camerounais. Alors on se pose la question, oui, protéger maintenant. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste là-bas dans le sous-sol? C'est vrai, 200 entreprises ont été chassées. Est-ce qu'il n'est pas tard? 53 permis ont été retirés. Est-ce qu'il n'est pas tard? Je vois ces actions comme étant masquées. Mais comme il y a une commission d'enquête mise sur l'or qui a été mise sur pied par le chef de l'État, je suis sûr et certain que lorsque on aura les résultats de cette enquête, je suis un optimiste. Je suis un optimiste, monsieur Soulé, je suis un optimiste. Je suis sûr que les responsabilités, dès lors qu'elles seront établies, on ira même jusqu'à procéder par la méthode du débat, c'est-à-dire tous qui sont impliqués, comme on voit un peu les images, c'est-à-dire des premiers jets qui circulent, je ne cite personne, nous allons récupérer nos 2000 milliards. D'accord, merci messieurs d'être venus. Merci Valère Bessala, je lève quelques salutations. Valère Bessala vient de me glacer la moelle épinière par ses explications. Je salue sa brillante démonstration par des schémas, comment les mafiosi qui sont autour de HP, président de la République, puis le pays. Merci Valère, Georges Koundé depuis Cibox, et pour vous remercier tous d'être venus ce dimanche échanger avec nous dans le cadre de cette édition de Libre Expression qui sera rediffusée ce soir et puis demain en début d'après-midi. Merci tout naturellement de rester fidèle au programme d'Info Télévision, la chaîne de proximité, et de vivre ensemble. Très bon dimanche à tous.